Monde numérique. L'IA, oui, mais suffit-il de crier IA pour en tirer le meilleur au meilleur prix? Pas vraiment, si l'on en croit les chiffres. Les entreprises françaises sont à la ramasse, elles ne savent pas par quel bout prendre les choses et du coup elles risquent de passer à côté de la révolution de l'intelligence artificielle. L'État s'en préoccupe et lance un plan pour l'IA. Encore un plan, on en parle cette semaine dans ce nouvel épisode de Monde numérique l'hebdo. On va parler aussi d'une super intelligence artificielle au service de la médecine, signée Microsoft. On va parler de Mark Zuckerberg qui veut devenir un king de l'IA et pour ça il pique les meilleurs spécialistes à tous ses concurrents à coût de centaines de millions de dollars. Et on parlera de Tesla qui envoie ses voitures toutes seules sur la route pour prouver que son logiciel d'IA fonctionne bien, ce qui pourtant n'est pas si sûr. Dans le débrief transatlantique avec Bruno Guglielminetti, on reviendra 40 ans en arrière. Il n'y avait pas encore d'IA à l'époque, mais on passait le tout premier coup de fil de l'histoire avec un téléphone cellulaire au Canada et aussi en France. La deuxième partie de cette émission avec les interviews. Comment adopter l'IA en entreprise, puisque c'est le sujet de la semaine. On va en parler avec la société Sage. Et si vous êtes entrepreneur, gros ou tout petit, vous devez écouter ça. Enfin, l'IA, les consommateurs s'y mettent aussi et ça change le visage du commerce et du e-commerce. On verra ça avec le spécialiste Lionel Tardy. Bref, beaucoup d'IA cette semaine encore, vous l'avez compris. Et pour s'intéresser notamment à son impact concret sur l'économie, bienvenue à l'écoute de Monde numérique, l'hebdo du 5 juillet 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Monde numérique. Comme chaque samedi, 50 minutes de news, de talk, d'interviews consacrées au meilleur de la tech. Plus d'une heure et sans pub si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast et Spotify. Merci pour votre fidélité, merci pour vos messages, vos commentaires. Merci à vous qui soutenez financièrement Monde numérique, notamment à travers vos dons réguliers qui permettent de faire vivre ce média indépendant. Et n'oubliez pas d'évaluer aussi ce podcast sur les plateformes qui le permettent, notamment Apple Podcast, en mettant 5 petites étoiles afin de contribuer à sa visibilité. Alors vous êtes peut-être déjà en vacances, bravo, profitez-en pour écouter des podcasts et notamment Monde numérique. À partir de la semaine prochaine, on passera en configuration été avec un programme un peu allégé, mais toujours de l'info, de la tech et la rediffusion des meilleures interviews de l'année. En attendant, c'est parti pour l'actu de la semaine. Oser l'IA, c'est le cri de guerre du gouvernement français qui a lancé cette semaine un plan pour développer l'intelligence artificielle dans les entreprises. Oser l'IA car le constat n'est pas réjouissant. 4 mois après le sommet sur l'IA de Paris, et alors que les pouvoirs publics semblent prendre conscience que l'IA est véritablement en train de tout changer et de s'imposer comme un élément de compétitivité, eh bien malheureusement les entreprises françaises, elles, traînent des pieds et elles restent à la traîne. Selon Médiamétrie, seulement 10% des entreprises utiliseraient aujourd'hui l'IA, contre 22% en moyenne en Europe. On peut donc presque parler d'un véritable décrochage, même si ce taux est malgré tout variable selon les secteurs évidemment et les types d'entreprises, puisque dans les grandes on est quand même à 33%, mais en revanche ça tombe à 13% d'utilisation de l'IA dans les PME et seulement 8% dans les TPE, les très petites entreprises. Alors dans ce contexte, eh bien, ce plan Oser l'IA a pour but d'accélérer l'adoption en jouant sur 3 leviers. 1, la sensibilisation avec un réseau d'ambassadeurs IA qui vont être déployés dans toute la France. Des rencontres organisées dans les territoires et puis un événement prévu à Station F début d'année 2026. 2, formation. L'État va lancer une académie de l'IA en ligne gratuite avant la fin de l'année 2025. Objectif, former 15 millions de professionnels d'ici à 2030. Et puis, troisièmement, le financement avec un budget de 200 millions d'euros. 5000 entreprises bénéficieront ainsi d'un diagnostic IA qui pourra être cofinancé à 40% et 100 millions d'euros seront consacrés à des projets d'innovation d'IA générative. Avec tout ça, le gouvernement espère que d'ici à 2030, eh bien, 100% des grands groupes auront adopté de l'IA de manière intelligente, 80% des PME et 50% des TPE. Eh bien écoutez, on verra bien.
Alors à propos d'intelligence artificielle, justement, une grosse info cette semaine, et c'est vraiment l'innovation de la semaine. En tout cas, si l'on en croit Microsoft, une percée majeure dans le domaine de la médecine. Car l'entreprise américaine a dévoilé ce qu'elle a présenté comme une super intelligence artificielle capable de poser des diagnostics médicaux avec un niveau de précision jusque-là inégalé. Ça s'appelle MyDxO. Il s'agit d'une IA qui battrait les médecins quasiment à tous les coups. En tout cas, sur les tests réalisés sur 300 cas cliniques tirés d'une revue médicale, ce MyDxO établirait en effet des diagnostics avec un taux de réussite de 85,5% contre seulement 20% pour des médecins généralistes placés dans les mêmes conditions. Alors la nouveauté, c'est que contrairement à d'autres IA médicales comme ChatGPT, qui fait aussi un très bon boulot dans ce domaine, eh bien la technologie de Microsoft ne se contente pas de recracher une bonne réponse, mais elle simule véritablement une consultation comme s'il y avait plusieurs médecins penchés sur un dossier délicat et avec une répartition des rôles. Donc il y en a une qui émet des hypothèses, l'autre qui demande des examens supplémentaires, et puis il y a une IA qui tranche et qui prend la décision, donc un véritable collège. Mustafa Suleyman, qui est le directeur de Microsoft AI, affirme que c'est un vrai pas vers une super intelligence médicale. Mais il y a quand même quelques réserves, et notamment, certains expliquent qu'en fait, les médecins humains qui ont joué le jeu eh bien, n'étaient pas dans leurs conditions de travail habituelles, avec leurs outils habituels, etc. Et qu'en plus, tout ça, il faut le rappeler, ne se faisait pas avec des examens cliniques de personnes réelles, mais uniquement en analysant des dossiers médicaux. Alors quand même, ce qui est intéressant, si on replace tout ça dans le contexte, c'est de voir que l'intelligence artificielle générative de plus en plus devient bonne en médecine. On le savait déjà avec ChatGPT, mais là ça va plus loin parce qu'on parle d'un vrai raisonnement médical. Ça soulève évidemment plein de questions, mais il ne faut pas voir ça comme un outil qui va remplacer les médecins, plutôt comme quelque chose qui viendra vraiment les aider, les rendre plus efficaces. Pour l'instant, Microsoft n'envisage pas de déployer ce système en milieu médical, mais peut-être quand même de l'intégrer dans son moteur de recherche Bing. Et oui, parce qu'on sait que de plus en plus de gens interrogent directement les IA pour avoir des réponses, on va dire, de premier niveau à des questions médicales, comme ça s'est toujours fait sur Internet avec les forums de discussion, les moteurs de recherche, etc. Aux grandes dames des médecins d'ailleurs qui, en général, ne supportent pas ces patients qui arrivent dans le cabinet avec un pré-diagnostic. Mais bon, ça c'est une autre histoire. 100 millions de dollars de salaire annuel, plus 100 millions de dollars de participation au capital de l'entreprise. Ça vous branche ? Eh bien, si vous êtes un spécialiste renommé de l'intelligence artificielle, c'est possible. C'est possible que vous intéressiez Mark Zuckerberg. Le patron de Meta sort du bois et sort le carnet de chèques aussi, et ça ne rigole pas, car il est en train de débaucher ce qui se fait de mieux en matière de spécialistes de l'IA. Objectif, créer une team de rêve, une dream team, une super équipe dédiée à l'intelligence artificielle. Et pour ça, il n'hésite pas à aller débaucher chez ses concurrents, notamment son principal concurrent, OpenAI. Il aurait offert des offres mirobolantes à plusieurs employés et quelques-uns auraient accepté. Mais pas tous. Certains disent qu'ils préfèrent rester chez OpenAI car ils pensent qu'il y a plus d'avenir. Bref, Zuckerberg aurait quand même aussi débauché un petit génie de l'IA qui va prendre la tête de cette Dream Team. C'est l'Américain Alexander Wang, fondateur d'une start-up qui s'appelle Scale AI. Scale AI, c'est une entreprise spécialisée dans l'enrichissement des données pour les rendre utilisables par l'intelligence artificielle. Et dans la foulée, Zuckerberg a même investi dans Scale AI à hauteur de 49% du capital pour un montant de près de 15 milliards de dollars. Voilà, donc Meta essaye de se placer, de se replacer dans la course à l'IA. La course et la guerre de l'IA qui fait rage, décidément, où on ne tire pas des missiles, mais des stock options et des salaires à 6 chiffres. En face, OpenAI essaye de réagir, en revalorisant notamment les salaires de ses collaborateurs les plus en vue pour tenter de les garder. Bon, même si certains chiffres concernant l'opération de Zuckerberg auraient été un peu enjolivés, apparemment, si on en croit la presse américaine, mais n'empêche, les millions de dollars coulent à flot. Et puis, c'est aussi la guerre des modèles de langage, donc en l'occurrence GPT contre Llama, celui de Meta, avec toujours un objectif, être le premier à atteindre le Graal de l'IA, c'est-à-dire l'IAG, la fameuse super intelligence artificielle générale, si tant est qu'elle existe et que ça puisse être un jour une réalité.
De l'IA toujours, mais du côté de chez Google cette fois, avec le lancement en France du fameux système VO3. VO3, c'est l'intelligence artificielle de Google dédiée à la création vidéo. Et donc désormais disponible en France, il avait fait ses débuts aux États-Unis l'an dernier. VO3, c'est un truc complètement fou qui permet de transformer des textes, enfin des prompts ou des images fixes en vidéo ultra réaliste, avec même une bande son, qu'elle soit musicale ou même parlée. On peut créer des dialogues. On en a déjà parlé plusieurs fois dans Monde Numérique. Alors attention, VO3, c'est peut-être tentant, vous vous dites que vous allez vite vous jeter dessus. C'est un service payant. Il faut avoir l'abonnement Gemini Pro à environ 20 € par mois. En tout cas, c'est quand même l'un des modèles les plus puissants du genre dans la lignée de OpenAI Sora. Et d'ailleurs, il y a une vidéo promotionnelle qui accompagne ce lancement en France, une vidéo générée par IA évidemment, qui mélange des images réelles et des images irréelles et même carrément surréalistes. Allez la voir d'ailleurs, vous verrez à quel point Google surfe sur tous les clichés de la France, de l'Arc de Triomphe à la voiture en forme de croissant ou des danseuses de French Cancan. Bref, on a droit à tout. Un clin d'œil pour montrer en tout cas toutes les possibilités de cet outil assez étonnant. Et l'IA, c'est super, mais attention, ça coûte cher en énergie. Et justement, chez Google, la consommation d'électricité a doublé en 4 ans. Et c'est Google lui-même qui le dit et qui l'avoue dans son rapport environnemental qui est fait régulièrement. 30,8 millions de mégawattheures en 2024. Alors c'est principalement l'IA, mais pas seulement. Il y a aussi Google Cloud, YouTube, et puis le bon vieux moteur de recherche Google. Mais derrière tout ça, surtout l'expansion des centres de données qui représentent désormais 95,8% des factures d'électricité du géant américain. Ça équivaudrait, selon le site Numérama, à la consommation d'environ près de 6,5 millions de foyers français. Mais malgré ça, Google affirme qu'il a considérablement réduit les émissions de gaz à effet de serre grâce au nucléaire, à l'énergie renouvelable et aussi à la géothermie. Et pour l'instant, la firme maintient son objectif de neutralité carbone d'ici à 2030. Se faire voler sa voix par intelligence artificielle, c'est pas très sympa et c'est ce qui est arrivé à un influenceur français, Bruno Maltor, un youtubeur instagrammeur spécialisé dans les voyages, qui a eu la mauvaise surprise de découvrir que sa propre voix avait été clonée par IA et qu'elle était utilisée par une autre chaîne YouTube et un compte TikTok ne lui appartenant pas, consacré à des sujets de géographie. Plusieurs dizaines de vidéos auraient été réalisées avec cette voix en commentaire sans qu'il ait donné son accord. Alors, ce sont des fans du jeune homme qui l'ont averti et il s'est renseigné et il a contacté le faussaire et apparemment, les vidéos émaneraient d'un internaute vietnamien qui ne parle pas très bien le français et qui aurait reconnu sa faute, se serait excusé et les vidéos ont été retirées. Donc tout est bien qui finit bien, mais le vol de voix par IA, c'est évidemment quelque chose qui fait très peur à tous les gens qui produisent des contenus audio, suivez mon regard, et malheureusement, ce sont des choses qui risquent de se reproduire. 25 km sur la route, sans conducteur et sans personne à bord. C'est ce qu'a fait une Tesla Model Y le 28 juin au Texas. Elle est allée rejoindre toute seule son propriétaire qui venait de l'acheter. Elle a quitté l'usine pour se rendre au domicile du client, soit environ 25 km. Il y avait donc personne à bord. En revanche, il y avait toute une équipe autour avec des caméras pour filmer l'événement, ce qui donne une petite vidéo assez spectaculaire diffusée sur les réseaux sociaux. Alors parallèlement, Tesla essaye de lancer son service de taxi autonome au Texas, toujours à Austin, mais ça ne se passe pas vraiment très bien. Déjà, il ne s'agit pas encore des fameux cybercabs, les véhicules entièrement sans volant, qu'on a pu apercevoir d'ailleurs à Vivatech en France. Pour l'instant, ce sont juste des Tesla Model Y qui sont transformés en taxi. Et en plus, il y a eu des problèmes, un certain nombre d'infractions constatées, comme des excès de vitesse, des circulations à contresens, etc., au point de susciter l'inquiétude et une enquête des autorités locales. En France aussi, il y a des répercussions, car Tesla met en avant son système de conduite autonome, le FSD, le Full Self-Driving, alors qu'en réalité, ce n'est pas un vrai système d'autopilote, puisqu'il faut toujours un conducteur derrière le volant, prêt à reprendre le contrôle à tout instant, et du coup, Tesla fait l'objet en France de poursuites judiciaires pour pratiques commerciales trompeuses. Voilà sans doute pourquoi la petite vidéo de cette voiture se rendant toute seule au domicile de son client, de son propriétaire, a été soigneusement mise en scène comme une opération de communication pour tenter de rassurer tout le monde.
Et on va rester dans l'automobile avec une bonne nouvelle. En France, désormais, enfin, on peut avoir sa carte grise dématérialisée dans son smartphone. C'est disponible et effectif depuis le 30 juin 2025. Plus besoin d'avoir sur vous en permanence le vieux document en papier, cette carte grise qui a en plus un format complètement bizarre qui rentre dans aucune poche. Alors pour mettre votre carte grise dans votre mobile, comment faire ? C'est simple, il vous faut... Enfin c'est simple et pas tant que ça, mais je vous explique. Il faut donc l'application France Identité à télécharger sur le store, iOS ou Android. Ça sert à stocker tous les documents d'identité quels qu'ils soient, enfin tous ceux qui sont compatibles, carte d'identité, permis de conduire. Et aussi, il vous faut la carte d'identité biométrique au format carte de crédit. Donc ça, si vous ne l'avez pas, vous serez bloqué. Il faut que vous ayez la carte d'identité physique au format carte de crédit, qui est dotée d'une puce NFC, et c'est ce qui sert à vous authentifier dans l'application France Identité pour rentrer un nouveau document. Une fois que vous avez les deux, l'appli France Identité plus la carte d'identité réelle, physique, mais nouveau modèle, vous n'avez plus qu'à suivre les indications. Il y a tout un petit processus d'enrôlement qui n'est pas très compliqué. Et à l'arrivée, on se retrouve avec ces documents dématérialisés qui sont complètement officiels, il faut le dire, et qui doivent être acceptés par les forces de l'ordre en cas de contrôle. Petite limitation pour la carte grise, il faut être le titulaire du véhicule, sinon ça marche pas. Ça marche pas donc par exemple pour un véhicule de société, ni si on prête sa voiture à quelqu'un. Il faudra lui passer la carte grise au format papier. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet, en dehors du cadre d'un navigateur. Il s'agit de Frogance, partenaire de Monde Numérique. Frogance permet de créer des sites légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogance est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogance fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Une opportunité unique d'investir dans une innovation française porteuse d'un vrai changement de paradigme. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogance, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas, en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogance, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de te retrouver encore cette semaine. Jérôme, avant qu'on aille plus loin, j'ai entendu un truc quand tu faisais ton actualité et j'avoue que tu m'as fait sourire. Vous avez encore un nouveau plan. Vous allez partir une nouvelle patente, comme on dirait chez nous, pour encadrer l'IA. Il y a une nouvelle campagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ne sois pas moqueur avec les autorités françaises. Oui, on a un nouveau plan pour l'intelligence artificielle. C'est On votre adore, combienième? nous, je sais pas, 143e à peu près. Mais non, sérieusement, qu'est-ce que c'est? Eh ouais, oser l'IA, oser l'IA. On est trop pudique et trop réservé par rapport à l'intelligence artificielle apparemment. Non, mais c'est vrai, ça a été présenté cette semaine par la secrétaire d'État au numérique, Clara Chapaz. Et en fait, si tu veux, le bilan, le constat, c'est que les entreprises françaises n'utilisent pas assez l'intelligence artificielle. À peine 10% des entreprises auraient des solutions IA développées. Donc c'est vrai que ça pose question parce que, par ailleurs, on sait que c'est en train de tout transformer et puis que ça va devenir vraiment un élément de concurrence économique. Donc voilà, 200 millions annoncés, un certain nombre d'actions et tout. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, je pense, c'est de se poser la question de savoir pourquoi on a ce retard, si on peut parler de retard, et on peut quasiment parler de retard par rapport même aux Européens, puisque au niveau de l'Europe, on est à 22%. Et il se trouve que moi, j'ai fait pas mal d'interviews, de reportages récemment, un peu plus orientés B2B, justement, c'est-à-dire assez entreprises, et notamment sur l'IA. Et en fait, c'est la suite de l'histoire de ce qu'on appelle la digitalisation des entreprises. C'est un mot affreux pour dire que... La numérisation. Voilà, exactement. Je suis d'accord avec toi. Il faut dire numérisation, mais dans le monde professionnel, on parle plutôt de digitalisation. Ouais.
et l'étape d'aujourd'hui, c'est l'IA. Et en fait, quand on interroge les chefs d'entreprise, on s'aperçoit qu'ils voudraient bien y aller, mais ils savent pas. Si tu as 60% des dirigeants qui avouent qu'ils n'ont pas de stratégie d'intelligence artificielle, il y a que 30% des dirigeants de TPE, donc les toutes petites entreprises, Ouais. qui estiment que c'est stratégique. Alors évidemment, c'est des chiffres, faut se méfier parce que tu peux pas mettre dans le même panier un groupe du CAC 40, hein, c'est-à-dire les grandes entreprises, et puis des artisans, je sais pas quoi, garagistes, chauffagistes, etc., qui pourtant auraient certainement Aurait intérêt et pourrait auraient gagner, ben oui. tout à fait, auraient tout intérêt à s'intéresser à l'IA parce qu'il y a plein de choses qui peuvent les aider. Mais voilà, il s'agit pas simplement de crier l'IA, 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 tu vois, il faut savoir comment y aller. Et le problème, c'est que les entreprises, elles savent pas par quel bout prendre le problème, elles savent pas concrètement comment s'y attaquer, qu'est-ce que ça peut leur apporter, combien ça peut leur coûter, etc. C'est encore un gros flou artistique, donc il faut pas leur jeter la pierre. C'est vrai qu'il y a une vraie nécessité de prise de conscience, mais on peut pas y aller n'importe comment dans cette histoire-là. Et rassure-moi, l'IA, c'est pas un cri de ralliement qui a été lancé dans le plan, ça? Mais ça pourrait. Ben oui. L'IA, l'IA, l'IA. Déjà Ouais. que la semaine passée, tu donnais un nouveau slogan à leur campagne de rapatriement des cerveaux. Oui, j'avais inventé le Back to France. Ouais. Ouais. Mmh. Ah non, écoute, tu es une machine à communication, Ah toi, c'est bah. fou. Ah! Bon, alors à propos de communication, Bruno, chez Oui. toi, qu'est-ce qui se passe? Vous fêtez un anniversaire apparemment? Ah, quel anniversaire! Cette semaine, imagine-toi donc que c'était les 40 ans du premier appel fait sur le réseau cellulaire canadien. C'était un 1er juillet. Il y avait le maire de la ville de Toronto, monsieur Eagleton, si je me souviens bien, donc en 1985, qui, pour fanfaronner, avait téléphoné au maire de Montréal pour lui dire: «Et puis, comment allez-vous?» Devine d'où je t'appelle, devine d'où je t'appelle. Ben, exactement. C'était ça qu'on disait à l'époque. Et pour pour la blague, le maire de Toronto était sur une grande scène publique juste à côté de l'hôtel de ville. Il y avait du public, des Ah ouais! caméramans, le gros truc de Ah! communication. Et à Montréal, tu le maire qui décroche son téléphone dans son bureau, sachant pas ça. Et puis, ben, c'est ça, il recevait le premier appel de cellulaire au Canada. D'accord. À l'époque, quand même, ça a été fait avec, ce qu'on appelait un Cantel, 400. Mais si je pense que si pour les plus vieux, C'était d'entre nous quoi là alors? qui écoutent, c'était une grosse valise, d'où finalement on sortait, un combiné pour Ouais. arriver à parler. Mais bon, c'était quelque chose, hein. C'était 10 kilogrammes comme, Mmh mh. comme branle ou, bébelle à transporter. Ouais, Et c'était puis portable, mais c'était plus pour la voiture, en oui, fait. c'était pour la voiture, hein. Et C'est puis, ouais. ça coûtait quand même à l'époque, le premier modèle coûtait quelque chose comme 10 000 $. Alors, c'était pas pour toutes les bourses, mais évidemment, heureusement, avec le temps, c'est devenu plus abordable. Mais à l'époque, donc, en 1985, quand c'est sorti, on avait quelque chose comme 100 appels par année. Et puis aujourd'hui, ben, c'est 100 millions d'appels par jour. Eh ouais, Ah, inc pour te le incroyable. grand saut. Mais vous, si je me trompe pas, c'est vers la même époque, hein, que ça s'est fait? Oui, oui, bah, alors, ouais, j'ai regardé un peu là en t'écoutant, c'est effectivement 1985, c'était le réseau Radiocom 2000, c'est ce qu'on appelait la 1G, et c'est pareil, c'était moi j'ai connu ces trucs-là, Ben ces oui. espèces de gros appareils, j'en avais pas, hein, ça coûtait très cher. Puis j'étais jeune et peu fortuné à l'époque, ce qui a beaucoup changé, hein, puisque c'est Oui, ben là, exactement l'inverse aujourd'hui. exactement, ouais. Je voulais Mais pas le dire, ouais. voilà, mais c'était, je pense pas on en avait pas fait autant que chez vous quand même, hein, ça avait dû passer un peu plus, inaperçu, Ça devait être un ingénieur qui finalement. téléphonait à l'autre. Oui, exactement, c'est ça. C'était pas comme aux États-Unis où il y avait eu, tu te souviens, le tout premier appel, par l'inventeur du téléphone portable, Ah, mais ça, c'est, Motorola, mais ça, c'était 10 ans avant ça. ben oui, tout à Ouais, ouais. fait, c'est ça. Ouais. Puis et d'ailleurs, parce que lui, c'était, je vais utiliser l'expression, je serai pas poli comme fanfaronné, là, il a été baveux. C'est l'inventeur du téléphone a téléphoné à son concurrent en disant: Oui, c'était Je t'appelle, génial, ça fonctionne», tu sais? Non, mais c'était quel coup après, génial. ouais. Ah ouais, Mais, pour la c'était petite super bon. histoire, je veux quand même te rappeler, qu'à l'époque, donc en 85, c'était Ronald Reagan qui était président des États-Unis. Et pourquoi je t'en parle? Parce que en faisant de la recherche pour souligner cette journée-là, je me suis dit: «Ben, finalement, les temps changent, mais pas tant que ça». Parce qu'à l'époque, Ronald Reagan avait fait pression pour que ça soit le fournisseur de services américain, Ameritech, qui offre
le service au Canada et puis le gouvernement s'était retourné en cherchant rapidement quelqu'un qui voulait se lancer là-dedans. Alors, D'accord. c'est Cantel qui est l'ancêtre du groupe Rogers, qui, au niveau de la téléphonie cellulaire, là, qui a eu le premier mandat pour monter un réseau. Mais on s'entend, il y avait Montréal, Toronto qui étaient couverts, puis tranquillement, pas vite, à la grandeur du pays qu'on a, là, ça s'est déployé. Mais c'est quand même quelque chose, puis c'est une journée importante parce que quand tu regardes aujourd'hui toute tout l'économie qui s'est fait autour du téléphone cellulaire, du téléphone intelligent, c'est pas rien. Et Mmh. puis, alors de faire un clin d'œil comme ça valait la peine, Non, mais c'est d'être génial, fait. Ouais. et comme quoi l'histoire se répète, quoi, parce qu'on parlait pas encore de souveraineté numérique, mais c'était déjà les Ah mêmes, regarde, questions. ouais, C'est il y bah, a c'est bien, 40 ans. vous aviez bien réagi à l'époque. Allez, Ouais, ouais, mais tu fais pas si bien dire à l'époque, parce à qu'aujourd'hui, l'époque. j'ai honte, mais c'est autre chose. Oh, mais non. Mais c'était une époque aussi, juste pour finir sur cette histoire de téléphone, où il faut le rappeler, tout ça n'était pas compatible. Chaque plaque continentale ou même chaque pays avait, Mmh. peut-être pas chaque pays, mais enfin chaque zone avait sa propre norme, hein. Nous, on avait la nôtre en Europe, vous en aviez une autre, et Ouais, cetera, et on cetera. avait le CDMA, vous aviez le GSM à la même période. Voilà, Mais c'est mais tu ça. sais, ça, c'est une approche d'une autre époque, hein, parce que, pense à la cassette, VHS, Mmh. et au la version Betamax bêta. et Déjà, il y avait un jeu comme ça. Quand ils ont mis, en mode, numérique, parce qu'ils cherchaient une façon de freiner et de se garder les marchés, ben là, ils ont mis, sur les DVD, ils ont mis les zones 1, les zones 2, les zones ouais, 3, c'est zone vrai. 4. Donc quand tu allais en Europe et tu achetais un DVD, ça fonctionnait pas sur nos lecteurs. Eh oui. Jusqu'au moment où il y a des fabricants, j'ai une bonne pensée pour Philips, qui a dit: «Non, non, nous, on va vous les offrir des comment on dit ça? Des déverrouillés». Déverrouillé, ouais. Ouais, et puis vous pourrez passer les vidéos que vous voulez. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commandé d'Asie, d'Europe et puis, le cinéphile en moi était heureux. Ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tous ces déverrouillages géographiques qui ont concerné la vidéo, la Le musique, le téléphone, plein ouais. c'est vraiment, l'un des trucs qu'a apporté le numérique, et on devrait être maintenant tout le temps sur cette logique-là. Ouais, ouais. On peut pas se permettre d'être autrement, et juste après le téléphone, nous, on avait le Radiocom, et on a eu aussi un truc rigolo, un peu plus tard, en 91, c'était le Bebop, qui était Ouais. un vrai faux téléphone portable, en fait. C'est-à-dire qu'il est bah oui, parce qu'il était tout petit, donc il tenait dans la poche, ça, Mmh. c'était génial. Mais, à l'époque, la technologie permettait pas d'avoir, du GSM, aussi bien, comment dire? Aussi compact. Ah, ça Donc circulait sur quoi? Ça fonctionnait sur il s'est en fait, tu avais des petites antennes relais, mais très localisées. Donc tu en avais dans les gares, les aéroports, et cetera. Donc tu voyais des gens qui étaient devant le hall de la gare, en général, et qui passaient leurs appels. Waouh! Il fallait pas bouger, il y avait pas d'itinérance. Tu pouvais pas passer d'une cellule à l'autre. Enfin, je crois bien, je veux pas dire de Ouais, bêtises, mais il me ouais. semble bien que c'était une des limitations. Donc ça, c'était génial. Ça avait été inauguré en 91, et ça a connu un très grand succès, le Ben bebop, oui, en France. Énorme, ouais. et ça a été tué par l'arrivée du GSM, du vrai GSM, en fait, pas quelques années après. Qui amenait finalement la mobilité. La vraie mobilité Ouais, parce avec que tu peux te avec promener d'une gare à une autre, mais toujours en voilà, parlant, ouais. tu passais d'une cellule à l'autre, Ouais. et ça, c'est la vraie, révolution, hein. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, à part Bon, ça? ben ouais, parce qu'il faut pas être que nostalgique. Ben écoute, tu te souviens que la semaine passée, on a parlé de l'entraînement, des LLM, avec, des données piratées. Ouais. Ça a été chercher, de l'intérêt auprès d'auditeurs et notamment, il y a quelqu'un qui a répondu à une publication que tu as fait suite à cette information-là. Ah bah, Heu, c'est rigolo. Ah ben oui, j'ai fait un petit papier sur LinkedIn. Ben oui, c'est C'est ça. Alors ça me d'ailleurs, j'invite les gens à aller te lire sur LinkedIn parce que tu es pas mal merci. prolifique là-dessus. Donc, il y a non, parenthèse. Donc, Michel Marin-Maudet, il est le PDG de l'Inagora, mais c'est surtout quelqu'un qui est derrière, l'initiative OpenLLM. Ça date de Ouais. 2023 Mais et l'Inagora, c'est français? oui, tout à fait. Mmh. Ouais. Et oui, oui, je suis en France, là, quand je te parle de ça. Ah Et d'accord, d'accord. donc, avec le OpenLLM, ben, écoute, c'est notamment, le LLM Lucie, le modèle Lucie, dont on a tant parlé et tant décrié les choses. Mais, mis à part l'aventure, malheureuse qu'il y a eu sur, une certaine plateforme où il a été publié, rendu, Ouais. disponible, ça a fait quand même des petits. Et vous allez apprendre qu'il y a une nouvelle version qui va sortir bientôt, qui est en fin de développement là, alors ça va être intéressant. Mais on parle surtout de comment on peut entraîner les modèles d'IA avec, des données de façon éthique et responsable. Alors c'est vraiment intéressant, un petit vent
de Très frais intéressant. là-dedans. Sinon, rapidement, je peux te dire que je parle de Joséphine Care. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, je suis désolé. Écoute, ça tombe Ça bien parce que devrait? non, parce que j'aurais été surpris que ça te dise quelque chose parce que Joséphine C'est Care, qui? C'est c'est ta un nouveau cousine? service qui vient d'être, lancé, au Québec. C'est autant dans le B2B que dans le B2C, mais l'idée là-dedans, c'est d'installer tu sais, quand on parle de pour le moment, eux, ce qui s'intéresse, c'est le secteur des aînés, qui vivent seuls et on se Mmh, demande, mmh, mmh. bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour, monitorer leur activité? Est-ce qu'on place des micros? Est-ce qu'on place des caméras, des détecteurs de mouvement? Ben, eux, ils ont décidé d'investir la voie, mais d'aller dans la voie du capteur et Ah donc d'accord. les capteurs sont capables de mesurer la chaleur d'une pièce, sont capables de mesurer la présence, mais l'absence, sont capables de mesurer l'humidité et donc le capteur et le système de Joséphine Care permet bref, de suivre le quotidien d'une personne sans être invasif dans sa vie privée. D'accord. Et donc, pour les personnes qui vivent seules, les personnes âgées, les personnes handicapées, ben, ça peut être quelque chose d'intéressant pour leurs familles qui veulent les suivre. Et ça fonctionne tellement bien qu'il y a maintenant ce qu'on appelle des résidences de personnes âgées ici qui ont commencé à installer ça dans les chambres de leurs bénéficiaires pour pouvoir leur offrir la sécurité qui vient avec du monitoring presque 24 heures sur 24, mais sans être invasif dans leur vie. Alors Ouais, ça, je pas trouve besoin d'avoir un truc collé au corps toute la journée et oui, cetera, le quoi. fameux petit bracelet là qui fait Ouais. que et puis sinon, et je termine avec ça, il y a C'est nos plus. C'est nos plus, ça, c'est des gens qui, ont fait les scènes du Cirque du Soleil, de Céline Dion au Coliseum et là, de ce temps-là, ils sont beaucoup avec les gens du Hard Rock Café Mmh. et Hard Rock Café qui vient d'ouvrir, une salle dans la région de Ottawa, de la capitale nationale et je parle avec lui du défi d'innover et de faire du dépassement technologique, particulièrement dans cette, salle-là qui viennent d'inaugurer, mais aussi, et pas que, tu sais qu'il y a un gros projet à Las Vegas du Hard Rock, qui, Ouais. vient de déménager son hôtel et il sera sur le grand boulevard de Las Vegas. Alors Mmh. on parle de ça avec lui. Il n'est pas supposé, Ah! mais on en parle. Alors, c'est fort intéressant. Alors voilà, c'est un peu à quoi ressemble le sommaire de l'émission. Eh bien écoute, ça me paraît très alléchant et très éclectique en plus. Hey, Jérôme Colombin, à Paris, salut. Salut Bruno Guglielminetti, à la semaine prochaine. Ciao, bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. Le meilleur de la tech avec de l'IA, de l'IA, de l'IA. L'IA dans les entreprises tout d'abord. Pourquoi ça coince? Quelles solutions notamment pour les tâches de gestion, finance, ressources humaines, etc. Et puis l'IA au service du commerce et du e-commerce. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast ou Spotify. Sinon, surtout ne les ratez pas en version intégrale la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Michael Mina. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur IA chez Sage, célèbre éditeur de logiciels pour les entreprises. Alors, moins d'une entreprise française sur 10 aurait adopté l'intelligence artificielle. On en parle dans cette interview en partenariat avec Sage. Mais au-delà du constat, Michael Mina, la question de fond, en fait, c'est pourquoi l'IA? Quelle est la nécessité de l'utiliser? Vous étiez intervenu au sommet de l'IA sur ce thème et sur le thème de la croissance. L'IA, c'est pour faire de la croissance aujourd'hui? Oui, c'est ce qui est le plus important, clairement. C'est pas pour faire des économies? Aussi, mais ça passe aussi par la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un constat qui est clair, c'est que les entreprises françaises doivent scaler, elles doivent rayonner sur le plan international et grossir. Grossir, exactement. Donc, et le président de la République, ça l'a bien compris et mise tout pour aider ces entreprises à prospérer. Et donc, Sage se tient évidemment en première ligne pour accompagner les PME françaises dans cette croissance. Donc, évidemment, l'IA au service de la productivité des entreprises va permettre une croissance et notamment, on sait que c'est important dans l'aspect de la finance pour prendre des décisions plus éclairées, plus intelligentes et notamment tout ce qui touche à l'aspect de la trésorerie. La trésorerie, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu pour les entreprises françaises. Et l'IA, on sait qu'ici, elle a un vrai rôle à jouer pour les entreprises, notamment en matière de visibilité, de prédiction
et surtout d'anticipation de la trésorerie. C'est-à-dire que l'IA aujourd'hui peut m'aider à vraiment piloter ma trésorerie d'entreprise. Complètement. Ouais. Complètement, on va se rapprocher d'une vue de sa trésorerie en temps réel grâce à l'IA. C'est-à-dire on sait que cette capacité, on sait que l'IA a cette capacité d'aller plus vite qu'un humain sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la donnée en temps réel. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un vrai pilier sur lequel Sage investit beaucoup, puisque on est en train de passer d'une gestion, je dirais, cyclique, périodique, à une gestion en continu. Ouais. Et ça, c'est super C'est-à-dire important. qu'avant, on regardait le tableau de bord tous les 6 mois, tous les trimestres, Absolument. tous les mois. Absolument. Et donc, effectivement, on va se rapprocher d'une vue de sa trésorerie en temps réel, de ce qui va sortir, mais aussi de ce qui va rentrer. Ça va permettre à une direction financière et à un dirigeant d'entreprise de faire de meilleures prévisions budgétaires, d'investir. Et on sait que l'investissement, c'est un vrai levier pour la croissance, typiquement. Donc là, on est complètement dedans. Et puis aussi de faire de l'acquisition d'entreprise. Donc voilà, c'est exactement l'ensemble de ces sujets qui vont amener une entreprise à faire de la croissance et donc à rayonner sur le plan international aussi. Donc ça permet de savoir ce qui va rentrer dans les caisses, en termes de contrats déjà signés, etc. Il y a des impondérables aussi parfois, ça les prend en compte. De l'absence de paiement ou autre. Bien sûr, on sait aujourd'hui qu'on est dans un contexte qui est plutôt incertain, on va pas se mentir, c'est normal, on est sur une phase post-Covid où l'enjeu est plutôt incertain. Et donc là aussi, l'IA permet de faire, je dirais, certaines prédictions qui ne concernent pas que le contexte propre d'une entreprise. Par exemple, dans le secteur industriel, on sait aussi évaluer la croissance de l'ensemble des entreprises qui se trouvent dans le secteur de cette entreprise pour ensuite évaluer et peut-être même proposer des actions qui permettraient de faire de la croissance plus rapidement qu'une autre. C'est-à-dire, quel type d'action ? Typiquement, ça peut être des actions sur les réassorts de stock. Typiquement, on sait que quand on arrive sur une période estivale, on sait qu'on va pouvoir vendre, par exemple, plus de ventilateurs. Donc, on va pouvoir proposer à une entreprise de produire beaucoup plus. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de l'IA pour ça ? Alors, normalement, si on fabrique des ventilateurs, on sait qu'en été, ça va mieux marcher qu'en hiver. C'est vrai, on n'a pas attendu l'IA pour le faire. Mais néanmoins, je pense que pour une entreprise qui n'est pas vraiment tech et qui se concentre vraiment sur son activité, on a besoin aussi d'apporter des insights, plus de précision aussi pour les directions financières, pour mieux budgétiser et puis surtout mieux anticiper la croissance et mieux anticiper la trésorerie. Moi, j'aime bien l'analogie de la carte bleue, si vous voulez. Ouais. Vous avez des cartes bleues débit, vous avez des cartes bleues crédit. Sur les cartes bleues débit, vous dépensez au mois le mois et puis vous arrivez le mois suivant avec des surprises. Et donc, finalement, ça va soit vous brider, ça va vous freiner sur la consommation que vous avez sur le mois d'après. Donc, vous allez soit vous restreindre, soit vous allez avoir une bonne surprise et vous allez pouvoir mieux dépenser. Donc, ça, c'est les cartes bleues plutôt débit. Moi, j'aime bien dire que l'IA, c'est plutôt la carte bleue crédit. Donc, vous avez instantanément sur votre application ce qui a été dépensé en temps réel. Et donc, du coup, vous allez pouvoir anticiper mieux le mois d'après et peut-être mieux vous faire plaisir, investir davantage, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans les produits de Sage. Ouais. D'accord. Quel impact sur l'organisation des entreprises ? Est-ce que c'est que du bénéfice ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi s'adapter, etc. Et puis, notamment en termes d'emploi, c'est un peu toujours la même question. Il y a cette déclaration qui a fait beaucoup de bruit du PDG de Shopify, donc la plateforme de commerce électronique, qui a expliqué à ses collaborateurs qui réclamaient plus de ressources, plus d'embauches, plus de personnel. Il leur a dit « Prouvez-moi d'abord que l'IA ne peut pas faire ce que vous souhaitez faire avec des humains. » La question est importante et on voit émerger, je dirais, deux mondes, deux extrêmes complètement opposés. D'un côté, vous avez des entreprises comme Shopify, effectivement, vous l'avez souligné, c'est une boîte 100% tech. Oui, elle est née sur Internet, elle vit d'Internet. Aussi, mais qui a décidé finalement de mettre au défi ses collaborateurs face au défi de l'IA finalement, et donc avec une manière un peu provocatrice, mais peut-être aussi pour sensibiliser la conscience générale. Et puis d'un autre côté, vous avez les entreprises qui ont décidé de tout interdire. Ça, on le voit. Donc, ça existe encore, ça ? Ça existe. Ça existe et ça conduit, et c'est parfait pour créer un terrain fertile pour le Shadow AI. Ouais. Le Shadow AI, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est l'utilisation non encadrée, non maîtrisée des outils d'intelligence artificielle générative ou pas, sans maîtrise de l'entreprise. C'est-à-dire que mon patron ne veut pas que je m'en serve, mais moi, dans mon coin, je vais sur ChatGPT et je m'en sers pour travailler. C'est exactement ça. Donc, ça peut conduire évidemment à des risques fondamentaux, des vrais risques sur l'image de marque, sur une potentielle fuite de données, sur le fait qu'effectivement, il n'y ait pas d'adoption à tous les étages d'une entreprise. Donc, effectivement, à trop forcer, on peut constater des dérives.
une fuite de talent et peut-être même une certaine résistance. Et puis à tout interdire, on va pouvoir malheureusement constater une utilisation non maîtrisée de ces outils. Moi, je dirais que la réalité, elle se situe plutôt entre les deux. On a une réalité beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire que l'IA, pour les entreprises les plus matures, c'est pas un sujet technique. C'est pas un sujet RH, mais c'est plutôt un sujet de gouvernance globale. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir acculturer une entreprise entièrement de l'utilisation de l'IA à tous les étages. On doit avoir une vraie gouvernance qui s'inscrit à tous les étages. Et puis surtout, on doit responsabiliser les collaborateurs. Moi, j'aime bien dire, pareil, en termes d'analogie, si vous interdisez un téléphone à un enfant, il va trouver le moyen de l'utiliser. Il l'utilisera 2 fois plus chez les copains. Exactement, chez pareil les copains, pour les consoles de jeux, à l'école, etc. exactement. Donc, il faut responsabiliser à l'utilisation de l'intelligence artificielle avec intelligence. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut avouer que c'est pas forcément facile, notamment pour les dirigeants. Qu'est-ce que je fais? Avec quels outils? Jusqu'où? Combien ça va me coûter? Quels bénéfices je vais en tirer, etc. Face à toutes ces interrogations, qu'est-ce que vous répondez? Et en tant notamment que fournisseur de solutions. Bien sûr. Alors là, si je comprends bien la question, c'est qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes les personnes qui finalement souhaitent interdire cette utilisation. Voilà, un dirigeant qui vous dit naïvement, il se passe quelque chose avec l'IA, je sens bien que je peux en tirer un bénéfice, mais je ne sais pas où aller. Est-ce que vous pouvez m'aider? Chez Sage, on a fait un constat, on est parti surtout des difficultés que rencontraient nos clients. C'est-à-dire que les clients rencontrent des difficultés. Typiquement, nous, on s'adresse à des DAF, à des experts comptables, à des équipes comptables et financières. Donc, les équipes financières. Exactement. Etc. Leur difficulté, c'est les clôtures. C'est une vraie difficulté bien connue des directions financières qui passent en moyenne 25% de leur bande passante à saisir, à vérifier, à contrôler et puis finalement à clôturer les comptes. Donc, effectivement, on part de ces difficultés en se disant, OK, l'IA ici a un vrai rôle à jouer et on va pouvoir les aider comme ça, grâce à de la donnée en temps réel dont je parlais juste avant, définir ce que c'est qu'une clôture et puis surtout, comment on peut vous aider à l'accélérer. Chez Sage, on a toujours conçu des logiciels pour accélérer ces clôtures. Et finalement, avec l'arrivée de l'IA, c'est la première fois qu'on ne parle plus d'accélération de clôture, mais d'élimination des clôtures. Ouais. Voilà, donc ça, c'est un vrai... C'est-à-dire quoi? En fait, la clôture ça se fait tout au long de l'année? Transparente. Et à la fin, il suffit d'une signature exactement, le jour J. Exactement. Donc, elle se fait de manière transparente, en continu. C'est exactement ça, la gestion en continu grâce à la donnée en temps réel. Et effectivement, on va pouvoir libérer du temps à ces directions financières pour qu'elles se consacrent à d'autres actions à plus haute valeur ajoutée. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, le DAF, qui est plutôt le gardien des chiffres, va devenir désormais le pilote du chiffre avec un grand C et va surtout devenir un consultant presque privilégié auprès de sa direction. Ça, c'est important puisque effectivement, autrefois, il passait beaucoup de temps à faire du reporting, il passait beaucoup de temps à saisir, à valider, à contrôler que ses équipes avaient bien clôturé et surtout à faire une course en fait auprès de ses équipes. Aujourd'hui, on passe surtout d'une fonction de saisie à une fonction de facilitateur et de conseil auprès de sa direction. Donc, on voit que l'IA aussi permet de transformer quelque part le métier de la finance. Merci, Michael Mina, directeur IA chez Sage. Merci, Jérôme. Bonjour Lionel Tardy. Bonjour Jérôme Colombin. Enseignant à l'école supérieure de vente et d'exportation et grand observateur spécialiste des technologies, notamment dans le domaine du commerce. Alors Lionel, l'intelligence artificielle est en train de bouleverser, de révolutionner le commerce, aussi bien dans les magasins que sur Internet. Par exemple, il y a une étude qui vient de sortir de Adyen Index qui dit que 31% des Français utiliseraient l'IA pour effectuer des achats. Ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que les gens ils veulent acheter une machine à laver, et donc ils demandent à ChatGPT quelle est la meilleure? Oui, en fait, ils remplacent Google Shopping ou ils remplacent toutes les recherches qu'ils faisaient habituellement par leur moteur de recherche par une requête assez riche en disant voilà, je veux changer ma machine à laver, j'ai tant de centimètres de large, j'ai un budget de temps, qu'est-ce que tu me proposes? Et en fait, ils pensent que la réponse, alors comment la réponse est amenée, c'est une autre question, mais en tout cas, ils pensent qu'ils vont pouvoir davantage cadrer la réponse parce qu'elle se fait dans un langage beaucoup plus naturel,
semble-t-il, à leurs yeux, que les requêtes que l'on avait habituellement l'habitude de faire sur un autre moteur de recherche habituel. Ah oui, bien sûr, puisque, l'IA nous parle, en bon français. Alors, je sais pas si tu pratiques. Moi, je l'ai un peu testé aussi, j'ai essayé le truc et effectivement, c'est sympathique, les réponses sont sympas, mais après quand on creuse, on a des surprises et on s'aperçoit on retombe sur les travers de l'IA. C'est-à-dire que parfois, elle invente un peu et c'est enfin, est-ce que le taux de satisfaction, de cet outil pour faire du shopping est véritablement élevé? Ça, l'étude en question ne le dit pas, hein? Non, après l'étude oui, alors l'étude parle déjà de transformation des usages. Alors encore une fois, est-ce que les gens sont satisfaits? Ce qu'elle dit et ce que les autres études montrent quand même, c'est que, l'IA ne remplace pas l'humain. Elle réhabilite l'humain dans un rôle stratégique, c'est-à-dire dans le rôle du conseil final, de celui qui va te permettre de concrétiser ton achat, de closer une vente. Et nous, on le voit dans une école de vente, une école de commerce, mais de vente, Mmh. on sait très bien que le closing, c'est une partie qui reste encore éminemment humaine. Bien sûr, si tu achètes sur Temu, tu as pas besoin d'être humain, tu Ouais. achètes le prix, et cetera. Mais on sait que dans un achat qui sera un achat engageant, alors je parle pas simplement une machine à laver, c'est déjà assez engageant, elle change pas tous les jours, ou son frigo, mais ça peut être une voiture, ça peut être un appartement. Bien sûr, avoir des outils qui vous conseillent, qui vous orientent, et cetera, c'est extrêmement pratique parce que ça vous laisse à penser que ça vous fait gagner beaucoup de temps, mais après, il y a quand même un besoin de conseils et c'est vrai que les interactions routinières, je pense qu'à 80 elles vont pouvoir être laissées à l'IA, mais ça libère d'autant plus les équipes humaines qui vont pouvoir répondre. On voit bien le succès d'entreprises, comme Volubilt, quoi, qui font, qui mettent en place de l'IA conversationnelle pour les services clients, des entreprises. Eh bien, ces IA conversationnelles traitent une très grande partie des cas et quand le cas devient un petit peu, complexe ou un petit peu litigieux, eh bien, il y a une bascule vers un être humain et là, la fluidité, en fait, c'est la victoire de l'omnicanalité, Ouais. c'est-à-dire que tout est centré sur l'humain avec comme mot d'ordre moyen l'efficience, une Mmh. efficience opérationnelle, une efficience dans l'activité que l'on va pouvoir, développer avec ce type d'outils. Alors évidemment, ces changements de pratique, j'imagine que ça, induit des changements, également du côté des vendeurs, et du côté des circuits de distribution et cetera. Donc comment est-ce que les marchands, les chaînes de ce qu'on appelle le retail, hein, s'adaptent à ces nouvelles pratiques? Bah, c'est-à-dire qu'elle s'adapte en essayant de mettre en place justement les outils d'omnicanalité. C'est-à-dire se dire: «OK, nous, dans le retail physique», mais ça fait déjà longtemps, ils se disent: «Comment on va pouvoir continuer à attirer, des clients intéressés, des prospects chauds dans notre point de vente?» Eh bien, il faut s'appuyer sur les différents points de contact et on va quitter, la multicanalité que l'on avait chacun dans sa ligne. On va tout centrer sur l'utilisateur et tous les points de contact vont devoir converger. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, pas forcément dans le retail, hein, qui ont investi dans l'IA et on sait que beaucoup de projets, aujourd'hui, n'aboutissent pas ou échouent, lamentablement parce que on veut peut-être aller trop vite, il faut attendre que les choses deviennent un petit peu plus matures. Peut-être que l'IA agentique avec les promesses type Operator pour OpenAI deviennent vraiment une réalité et que l'on puisse véritablement les utiliser et que là, les entreprises vont devoir opérer quelque chose qui sera un vrai tournant. Pour l'instant, on est encore dans un périmètre qui est: je me renseigne, je suis attiré vers et je vais potentiellement soit commander en ligne, soit aller en boutique et je vais pouvoir, traiter tous ces sujets. Si demain, on peut passer à des achats, et c'est pas du tout ce que dit l'étude parce qu'on n'a pas encore ce type de dispositif, ils sont à nos portes, mais ils sont pas encore disponibles, que l'on a des IA agentiques qui vont faire le travail pour nous, c'est-à-dire ils vont faire les tâches à notre place. Mmh. Dans l'absolu, on lui dit: «Je veux une machine à laver de telle taille pour un tel budget, livrée le plus tôt possible». Il cherche, il analyse, il sélectionne, il commande, il paye et vous êtes livré. Ouais, et là, ça marchera vraiment. Ouais. Et là, ça marchera. Oui, alors il y en a qui, paraît-il, ont commencé à tester, ce type d'outil pour réserver, par exemple, ton prochain week-end. Ouais. Alors voilà, location de voiture, billets d'avion, hôtel, restaurant et hop là. Ouais, bien sûr. Merci Lionel Tardy, professeur à l'École supérieure de vente et d'exportation.
Allez, c'est sur ces bonnes paroles que je vous laisse. Pas mal de sujets à méditer. Surtout, ne ratez pas, si vous ne les avez pas écoutés dès à présent, eh bien, les interviews en version intégrale que vous pourrez retrouver dans quelques jours sur le fil du podcast Monde Numérique sur toutes les plateformes, y compris même sur YouTube. Il y aura également une vidéo de l'interview de Michael Mina de Sage prochainement sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Voilà, je dis ça vraiment pour les professionnels qui nous écoutent et qui auront sans doute été intéressés par ce sujet. On se retrouve la semaine prochaine, mais on sera en mode vacances. Il faut savoir prendre des vacances. Pour autant, je vous abandonne pas. On retrouvera Bruno Guglielminetti pour un débrief transatlantique. Et puis, on fera un rapide survol de l'actu tech, mais un peu plus léger que d'habitude, très certainement. Pardonnez-moi, j'essaie de décrocher un petit peu. Et on s'intéressera également à des interviews qui sont déjà passées sur Monde Numérique, avec une série de rediffusions. Et puis, au mois d'août, je vous retrouverai avec, pareil, le retour d'une série qui, en fait, s'est installée tous les étés maintenant, depuis le début sur Monde Numérique. Tout comprendre pour décrypter les technologies qui nous entourent. Je vous souhaite un très bon été, que vous soyez déjà en vacances ou pas encore ou pas du tout. En tout cas, profitez bien. On se retrouve toute l'année sur Monde Numérique. Parlez-en à vos amis. Inscrivez-les de force s'il le faut. Envoyez-moi des commentaires. N'oubliez pas de noter aussi sur la plateforme Apple Podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon été, plein de tech. Salut.